C'est combien de quelqu'un? Oui, qui est sur la table principale en noir. Bon, mais oui, c'est bon. Salut, je m'appelle Gabriel, je m'occupe du temps pour le corps. Pour monter les affiches à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Les 10 dernières secondes, je pourrais faire avec mes doigts. Ça va être une période de questions. Lorsque vous êtes prêts, messieurs. Parfait. Bon, je tiens à vous dire le bonjour, monsieur et madame Labonté. Je vous félicite pour la démarche de planification financière que vous avez entrepris aujourd'hui. On a un gros mandat, on avait beaucoup de volets à couvrir. Je pense que vous allez être content des présentations qu'on va vous faire aujourd'hui. Avant de rentrer dans les détails, je voulais vous présenter mon équipe. Donc, Danny Turgeon, Antoine Saint-Pierre et moi-même, Samuel Martin. On est DRS Service Conseil. Et je voulais aussi vous présenter une petite statistique intéressante. En fait, nous, on est planificateur financier. Il y a un impact réel à avoir un planificateur financier. Un client qui en a un versus quelqu'un qui n'en a pas va accumuler 2,73 fois plus de richesse, excusez-moi, en 15 ans. Notre rôle est vraiment, vraiment important. Je pense que vous allez être en mesure de le constater aujourd'hui. On touche à tout comme planificateur financier, on touche aux dettes, on touche à l'assurance, à l'investissement, à la fiscalité, aux aspects légaux. Donc, on est vraiment des généralistes. On regarde votre dossier à 360 degrés et on s'assure que votre pièce soit la mieux utilisée là, possible. Donc, voici les résultats sommaires de notre analyse. D'abord, nous avons fait l'analyse de vos bilans. Nous pouvons constater que vous n'avez pas besoin d'assurance vie en vue de protection de votre patrimoine. Antoine va vous en parler un petit plus en détail. Ensuite de ça, au niveau des assurances, il y aurait une stratégie à regarder qui pourrait être intéressante au niveau de l'assurance vie universelle. Ça va être le volet à Samuel. Ensuite de ça, au niveau de l'endettement, on va vous conseiller de payer vos dettes à court terme le plus rapidement possible. Au niveau de la retraite, vos objectifs sont atteints. Donc, votre retraite va être financée à 100 pour avoir du surplus, puis on pourra expliquer les détails plus loin. Au niveau des placements, on va vous conseiller d'utiliser des fonds comme placement en fonds de catégorie de société, puis d'adapter votre profil d'investisseur pour des futurs retraités que vous serez dans un mois. Ensuite de ça, au niveau de la fiscalité, on va couvrir la vente de l'entreprise, la liquidation de GESCO, la désignation de résidence principale sur votre maison, et ainsi que les dons planifiés. Au niveau des aspects légaux, on va voir vos testaments, vos mandats de protection en cas d'inaptitude et la fiducie testamentaire. Mais d'abord, voyons vos bilans. Donc, je vais vous présenter vos états financiers personnels. Ceci, ça ne considère pas, bien sûr, l'entreprise. Donc, actuellement, votre valeur nette pour le couple, 1 441 000 $. Ça comprend essentiellement ce que vous avez, moins vos dettes. Donc, vous avez un gros actif de 1 454 000 $ et très peu de dettes. Donc, pour les liquidités successorales de monsieur, c'est positif, 93 000 $. Pour madame, c'est positif aussi, mais c'est plus petit, donc 38 000 $. Maintenant, si on regarde le patrimoine successoral, donc ça, c'est la valeur que vous allez laisser à vos héritiers. Présentement, donc, considérant là, la valeur de la résidence et la valeur de la résidence secondaire, donc pour monsieur, c'est 750 000 $ que vous allez laisser en valeur à vos héritiers. Et pour madame, c'est 663 000 $, sans compter la compagnie. Donc, on a fait une analyse des besoins financiers à votre décès. Essentiellement, vous n'aurez pas de besoins supplémentaires puisque vos liquidités successorales sont positives. Maintenant, je vais laisser la parole à Samuel pour l'assurance. Au niveau de l'assurance, mon collègue vient de vous le mentionner, vous avez un actif qui est assez important. Donc, vous n'avez pas besoin d'assurance en termes de couverture de dette ou de besoins, de couverture des besoins de vos survivants. Si vous voulez souscrire l'assurance, c'est beaucoup plus par désir de laisser des sommes à votre succession, ce qui peut être une bonne chose. Vous avez mentionné justement que vous voulez laisser le plus possible d'argent à votre succession, minimiser l'impôt là-dessus. À ce moment-là, une vie universelle pourrait être intéressante. Okay? C'est une police, dans le fond, à laquelle est annexé un compte de placement. Vous allez pouvoir investir là-dedans. Et tout cet argent-là, le rendement que ça va faire, ça va être légué à votre succession libre d'impôt. Donc, mon collègue Denis va vous le montrer tout à l'heure. Dans ce que vous avez comme liquidité et comme actif pour financer votre retraite, vous avez plus d'argent que ce que vous avez besoin pour financer votre retraite. Donc, je vous conseille de mettre l'excédent dans une police d'assurance vie universelle. Vous allez pouvoir léguer le tout à la succession. Si vous voulez en mettre plus, c'est quelque chose qui est possible. Il existe une stratégie qui nous permet de prendre un emprunt sur cette police d'assurance vie-là à un taux qui est quand même décent et qui va vous permettre de sortir de l'argent de cette police d'assurance-là sans payer d'impôts. Vous allez seulement payer l'intérêt sur l'emprunt. Ça peut être une stratégie, ça sera discuté si vous voulez qu'on aille là à ce moment-là. Au niveau de l'endettement, pas compliqué, vous n'avez pratiquement rien. Il y a des soldes sur vos cartes de crédit. Si vous ne les payez pas à la fin du mois, je vous recommande de décaisser un peu de vos liquidités, rembourser ces dettes-là. C'est des dettes qui vous coûtent quand même cher là, pour ce que ça coûte.
Parfait. Donc, au niveau de la retraite, regardez le graphique que nous avons, que vous présentons. Les barres bleues, c'est ce que vous voulez avoir. Donc, c'est un budget de 87 000 $ à partir d'aujourd'hui, puis est indexé à 2,1 % jusqu'à l'âge de 90 ans. Les barres rouges, c'est les revenus non discrétionnaires, donc la PSV que vous allez recevoir. Puis la PSV, pour monsieur, elle a été amputée parce que vos revenus vont être un peu trop élevés. Donc, elle coupe de près quasiment de moitié. Ensuite de ça, la RRQ est complète pour vous deux. Puis, vos REER, ça tient compte de vos REER qu'on va décaisser à partir de l'âge de 71 ans le plus tard possible. Lorsqu'on va les transformer en fer, ça va nous permettre de profiter des revenus qui ne seront pas imposés dans le temps que l'argent reste à l'intérieur. Donc, ça nous donne plus d'argent pour votre retraite. Donc, en considérant ça, il manque 1 096 000. Ce 1 096 000-là, on va le financer avec la vente de votre entreprise. Donc, c'est pour ça que nous disons que votre retraite est couverte. Il n'y a pas de problème. Donc, les hypothèses que nous avons utilisées aujourd'hui, l'âge désiré de la retraite, c'est 65 ans. Il y a une petite erreur là, sur votre avoir net. C'est, Antoine nous en a parlé au début. C'est 1 440 000 à part votre entreprise. Donc, âge désiré de la retraite, 65 ans. Maintenant, vous nous avez demandé de faire l'exercice de la fin de votre retraite jusqu'à 90 ans. Par contre, je veux juste attirer votre attention sur les normes de l'IQPF qui nous suggèrent d'utiliser... supposons qu'il y a 4 personnes qui ont 60 ans aujourd'hui pour un homme. Il y a une de ces personnes-là qui va se rendre jusqu'à l'âge de 94 ans. Puis pour une femme, ça va être l'âge de 96 ans. Fait qu'en planifiant pour 90 ans, ça se peut qu'on soit un petit peu court. Je voulais juste attirer votre attention sur cet aspect-là. Donc, si jamais vous rendez à 94 ou 96 ans, on va avoir besoin de plus d'argent pour financer votre retraite. Ensuite de ça, votre revenu désiré, 87 000 à partir d'aujourd'hui. C'est vos dépenses de 75 000 plus le 12 000 de supplémentaires que vous avez besoin. Votre profil d'investisseur va vous conseiller d'aller à conservateur, étant donné que c'est pour des revenus de retraite. On ne veut pas que ça soit trop à risque. Voici le taux. Juste revenir une slide. Selon les normes de l'IQPF, encore une fois, le rendement net à utiliser pour un portefeuille conservateur, c'est 3,3 %. C'est ce qu'on a utilisé pour calculer votre retraite. Donc, pour financer le manque à gagner, vendre l'entreprise, Samuel va vous en parler un petit peu plus loin, l'effet des impôts, puis ce qui reste. Ça va être une façon de le faire. Puis aussi, on pourrait considérer la vente future de votre chalet et de votre condo. Présentement, vous avez votre maison, vous aviez un projet d'acheter un condo. Donc, peut-être que quand vous allez arriver vers 80, 85 ans, si la santé n'y est plus, puis vous voulez peut-être vous départir de ces actifs-là, ça va être d'autres actifs qu'on pourra se servir pour financer votre retraite. Puis à ce moment-là, bien, il vous restera plus d'argent pour un don planifié ou pour léguer à vos petits-enfants comme vous voulez faire. Ça serait une solution à faire. Une partie importante de la stratégie de retraite, c'est la stratégie de décaissement. Donc, j'ai déjà parlé de la PSV et de la RRQ qu'on ne peut rien faire pour ça. Ils rentrent et on les reçoit. On les a pris à l'âge de 65 ans. On aurait pu les repousser à 70 pour essayer de maximiser la cotisation. On a décidé de les partir à 65 ans. Ensuite de ça, pour la vente de l'entreprise, l'argent qu'on va sortir de l'entreprise, la partie qui va être non enregistrée, c'est la partie qu'on va décaisser en premier. Ensuite de ça, la partie des CELI et finalement le REER et les FER. Une grosse partie de la retraite, c'est les placements. Et Antoine va vous en parler. Donc, pour vos placements, pour monsieur, vous avez 24 000 dans un compte, des comptes épargne. Vous avez 20 000 en dépôt à terme, 83 000 en REER et 62 500 qui revient de votre société de gestion. Donc, vous allez voir, on va utiliser ces placements-là pour les mettre donc, en REER et en CELI. Pour ce qui est des comptes opérations, là, on va mettre ça dans votre CELI. Et pour les placements dans votre société de gestion et le dépôt à terme, on va utiliser ça pour votre retraite, donc on va les mettre dans le REER. Ça va être aussi la même chose sensiblement pour Mme Labonté. Donc, on va optimiser de cette façon. Maintenant, pour l'argent qui va provenir de la vente de l'entreprise, premièrement, on va maximiser les régimes fiscaux, donc le CELI, le REER, parce que vous n'allez pas payer d'impôts sur les rendements que vous allez réaliser. Puis de plus, vous allez avoir d'autres avantages de ces régimes fiscaux-là.
Et pour le non enregistré, on va vous recommander des fonds de catégorie de société. Donc, puisque pour le CELI et pour le REER, donc on va vous recommander des fonds communs de placement. Et bien sûr, là, avec l'argent, on va utiliser une partie pour la vie universelle, votre assurance qu'on veut utiliser. Donc, les fonds communs de placement, il y a plusieurs avantages. D'abord, c'est facilement rachetable et d'en avoir. Aussi, vous bénéficiez d'un professionnel à votre service pour vos placements, le gestionnaire de portefeuille. Vous êtes diversifié sur plusieurs angles, donc sectoriel au niveau mondial. Aussi, les coûts sont relativement faibles dans les fonds communs de placement. Si on regarde quelqu'un qui transige action par action ou titre par titre, donc il y a des frais. Et c'est commode, c'est-à-dire que ça va être adapté à vos besoins. Donc, il faut voir votre profil d'investisseur. Ça tient compte de différents facteurs, donc votre tolérance au risque, votre horizon de placement, quelque chose qu'on va vérifier avec vous. On vous propose une stratégie pour l'ensemble des placements qui sont dédiés à votre stratégie de décaissement et à votre retraite. On va tomber dans le conservateur vu votre âge, puis vu vos objectifs. Quant à ce que vous voulez laisser à votre discrétion et à vos enfants, on va vous recommander peut-être d'aller plus vers du dynamique si vous voulez maximiser cette valeur-là. Ça va être à voir avec vous. Maintenant, je vais passer la parole à Samuel pour la fiscalité. Moi, la fiscalité, on a beaucoup de choses à couvrir. Principalement, il y avait deux objectifs. Vous voulez qu'on maximise votre patrimoine. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on limite l'impôt qui va être lié à votre décès. Même chose au niveau de la vente de votre entreprise. Il y a un paquet de façons qu'on peut justement faire un transfert d'entreprise. Il y a beaucoup d'impacts fiscaux qui sont différents. On va aborder ça aussi ensemble. Première des choses, je veux juste faire un petit point. Vous avez une compagnie de gestion en ce moment. Vous allez voir que dans ce qui touche la vente de votre entreprise, on n'utilise pas la compagnie de gestion. Je vais y revenir plus tard. Donc actuellement, si j'oublie le côté vente de l'entreprise, votre compagnie de gestion, vous payez des frais pour la maintenir en vigueur à chaque année. C'est une compagnie dans laquelle vos revenus de placement sont imposés à un petit peu plus de 50%. Et vous avez cotisé toute votre vie à riche des rentes au maximum, donc vous avez quand même eu des bons revenus. Puis je remarque que vous avez absolument rien en réel. Vous avez certainement des droits de cotisation qui sont inutilisés. Je vous recommanderais de décaisser, de liquider l'argent qui est dans votre gestion et d'utiliser carrément l'exécution complète de ce montant-là, de cotiser à vos REER dans la même année. Fait que ça va balancer ou à peu près à ce moment-là. On va limiter l'impact pour ça. Au niveau de votre résidence, il y avait deux options. Soit on peut désigner votre chalet comme résidence principale, soit on peut désigner votre maison. Au niveau fiscal, le gain en capital à payer est plus élevé sur votre chalet. Par contre, vous voulez vendre votre maison cette année et utiliser l'argent pour acheter un condo. Donc, au niveau financier, au niveau fiscal, ça serait peut-être plus intéressant de désigner le chalet. Par contre, au niveau de vos besoins, je pense qu'on serait peut-être mieux de prioriser la maison. Vous allez éviter de payer du gain en capital à la vente cette année, puis vous allez pouvoir l'utiliser pour acheter votre condo. Au niveau de la vente d'entreprise, option numéro 1, on vous propose de faire un gel classique. Donc, ce que ça veut dire en ce moment, monsieur, madame, vous êtes propriétaire de votre entreprise, vous avez des actions ordinaires. On échange ces actions ordinaires-là contre des actions privilégiées. Ces actions-là vont avoir une valeur nominale de 2,5 millions de dollars, ce qui est ce que vous avez convenu avec votre acheteur. Okay? Les actions ordinaires, à ce moment-là, elles, on va en émettre des nouvelles à l'acheteur. Et l'acheteur, au fil du temps, va pouvoir racheter vos actions privilégiées et vous allez pouvoir différer vos rentrées d'argent et votre imposition justement sur ces rentrées d'argent-là au fil du temps. Fait que fiscalement, ça peut être intéressant. Par contre, il y a un petit problème. Si votre acheteur finit par manquer de liquidité, ça va pas, il prend la barre de l'entreprise, ça ne va pas comme il veut, mais vous allez peut-être vous retrouver avec devant rien. Donc, il y a un risque de ce côté-là qu'on aime moins. C'est la raison pour laquelle on vous propose la deuxième option. Avant de passer à la deuxième option, je suis allé peut-être un petit peu vite. Vous avez, dans les deux cas, vous pouvez utiliser votre déduction pour gain en capital. Okay? C'est une déduction qui est bonne à vie, vous la connaissez, c'est 816 000 à peu près que vous pouvez aller chercher. Il y a plusieurs conditions à respecter. Les 2 et 3, vous les respectez, on va passer ça. Par contre, la première, c'est bien important que vous ayez un maximum de 10 % de liquidité dans votre entreprise par rapport à sa valeur. Donc, si ce n'est pas le cas, il va falloir que vous fassiez une purification puis que vous réduisiez justement ces liquidités-là pour que vous soyez admissible là, comme action de petites entreprises et que vous puissiez utiliser votre DGC. Okay? On pourra en reparler si vous avez des questions. Option 2, je vous recommande une vente immédiate. Fiscalement, c'est un petit peu plus dole, permettez-moi l'expression. Vous allez avoir un impôt qui va être plus rapproché. Si on fait une vente immédiate aujourd'hui, l'impôt, en fait, vous allez utiliser votre DGC à chacun pour ce qui vous reste. Vous allez payer l'excédent en impôt.
Par contre, il y a une chose qui est le fun, vous pouvez décider d'amortir cette vente-là sur 5 ans, c'est le maximum qui vous est permis par la loi. Puis comme ça, vous différez encore une fois vos rentrées d'argent et l'impôt qui est lié à ça. Ça serait une solution intéressante. Ça, les banques, habituellement, vous avez, surtout que la personne travaille dans votre entreprise, vous devrez être en mesure d'avoir quelqu'un qui va vouloir prêter à l'acheteur pour financer justement cet achat-là. Impacts fiscaux, je vous résume ça vite. Vous avez un gain en capital de pratiquement 2,5 millions de dollars à payer. Donc, quand on calcule votre gain en capital imposable à chacun, moins ce que vous avez comme déduction pour gain en capital, à ce moment-là, on en arrive à 0 d'impôt pour madame et pour monsieur, on a un 311 000 qui est à payer. Fait que faites le calcul, environ 2,5 millions, moins un petit peu plus de 300 000. La différence, c'est ce que vous allez avoir pour combler le manque à gagner pour votre retraite et laisser des sommes là, à ce moment-là à votre succession. Donc, au niveau des dons, vous allez demander aussi qu'est-ce qu'on fait avec ça. Première des choses, ça pourrait être intéressant de souscrire une police d'assurance vie, de désigner un donataire reconnu comme bénéficiaire. À ce moment-là, vous allez pouvoir léguer les sommes, le capital de votre police d'assurance vie à votre succession. Votre succession va bénéficier du crédit d'impôt à ce moment-là, ce qui est quand même très intéressant. On parle de 29 % au fédéral, 24 % au provincial. Ça peut même être plus haut dépendamment des revenus que vous déclarez sur votre déclaration finale. C'est quand même très intéressant. Option 2, vous pouvez faire un don de certains montants d'argent comme vous voudrez par une désignation de testament. Les mêmes crédits vont s'appliquer à ce moment-là. Je passe la parole à Antoine pour tout ce qui est aspect légaux. Donc, pour votre testament, on va vous recommander un testament notarié. Le testament notarié, il y a un avantage, aucune vérification n'est requise pendant. Donc, ça va accélérer les démarches de votre succession. Ensuite, pour votre mandat en cas d'inaptitude, présentement, vous n'en avez pas. On vous en recommande un, puisque, donc, venant le cas où vous auriez un problème de santé, ce serait bien que quelqu'un prenne les décisions pour vous, selon vos volontés, puis aussi que cette personne-là s'occupe de vos biens. Puis pour ce faire, on vous propose aussi d'ajouter une procuration générale. Vu votre âge, donc vous pourriez nommer votre conjoint ou conjointe pour la procuration générale, puis cette personne-là, à donner une invalidité, on va pouvoir dès maintenant, donc il n'y a aucun délai, pouvoir gérer vos biens. Maintenant, on vous propose une fiducie testamentaire pour vos enfants. Puisque vous avez des valeurs nettes élevées, un patrimoine successoral élevé, et que vous voulez verser ces sommes-là à vos petits-enfants, donc ce serait bien de passer par une fiducie, puisqu'on va pouvoir contrôler la façon dont les fonds vont être distribués. Et aussi, ça va protéger donc, ces fonds-là, puisqu'ils ne seront pas dans les mains de vos enfants. Donc, c'est important de préparer votre fiducie puis de préparer votre testament en conséquence de cette stratégie-là, si c'est ce que vous désirez. Donc, on a parlé de beaucoup de choses. Je vous fais un petit résumé de la situation. Vos bilans, c'est très bien. Vous avez pratiquement pas de dette, vous avez des beaux actifs. Vous êtes dans une belle situation financière qui peut vous permettre de prendre votre retraite, dans le fond, rencontrer les objectifs que vous vous êtes donnés. Au niveau de l'assurance, je pense que ça serait intéressant, oui, de souscrire de l'assurance, surtout les objectifs que vous avez, considérant aussi l'actif que vous avez à placer dans une vie universelle. Il y a un avantage qui peut être très bon à ce niveau-là. Votre profil d'investisseur, c'est risqué. Je vous recommande vraiment de réviser ça, du moins pour ce qui est pour financer votre retraite. L'excédent, oui, on pourra se faire un petit peu plus de fun avec ça, aller prendre du risque. Bien sûr, le risque, c'est pas la même chose pour tout le monde. On va prendre le temps de l'évaluer selon vraiment vos besoins à vous. Au niveau du testament, mettre en place les protections que vous n'avez pas actuellement, vous êtes à risque, c'est vraiment important de le faire. Vous allez devoir mettre en place des fiducies justement pour, si vous décédez, pour que vos enfants puissent bénéficier des sommes sans que la curatelle s'implique là-dedans, puis que vous deviez faire des conseils de famille, puis ça vienne un gros problème au niveau de la gestion. Donc, une fiducie testamentaire pour chaque enfant, c'est de quoi qui va vous sauver beaucoup de temps. Au niveau de votre retraite, c'est le fun, vous allez pouvoir vendre votre maison, acheter votre condo. Vous n'aurez même pas besoin d'avoir d'emprunt de ce niveau-là. Fait que vraiment, je vous dis, vous êtes en belle situation. C'est rare qu'on voit des dossiers aussi beaux que ça. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir à mettre en place les recommandations qu'on vous a faites. On est prêt pour des questions. Je suppose que vous risquez d'en avoir. Merci, premièrement. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez parlé de modifier le portefeuille de placement, de passer d'un profil un petit peu plus agressif vers un portefeuille plus conservateur, du moins pour une partie? Est-ce que le temps est propice pour faire ça? Puis comment ça peut affecter le portefeuille si on fait ça? Le temps est propice, c'est quelque chose qui...
je vais peut-être reformuler la chose, OK? Le temps est toujours bon pour investir quand on a un long horizon de temps, ce qui est votre cas, OK? C'est sûr que la situation économique est toujours changeante, ça me fait plaisir d'en discuter avec vous et de vous faire le topo, mais le risque que vous prenez actuellement, que ce soit une bonne période, une mauvaise période, est trop élevé. Si jamais il y a une année qui a une fluctuation à la baisse qui est trop grosse, vous risquez de perdre de l'argent à ce moment-là, qui va venir affecter à long terme votre retraite parce que vous allez devoir décaisser de l'argent de cette somme-là, puis vous allez avoir encore plus de difficultés à remonter votre placement et à aller rechercher la baisse que vous avez subie. Bon an, mal an, le profil, c'est quoi qui est différent? Je vous recommande de modifier votre profil. Et pour la personne qui est pour votre éducation, on va aller dans le modifier. Est-ce que ça répondait bien à votre question? Merci. Parfait. Fonds de société, j'ai jamais entendu parler de ça. Vous m'expliquez un peu comment ça marche? Un fonds de société, en réalité, c'est le même principe qu'un fonds commun de placement qui normalement est constitué en fiducie. Il se trouve à être constitué en société à la place. Donc, eux autres sont capables, au niveau fiscal, d'utiliser les pertes qu'ils font à l'encontre de certains placements et de les amener à l'encontre de certains gains. Il y a quelques autres choses qui se font en arrière, mais bref, je vous épargne les détails. C'est un fonds qui va transformer toutes vos distributions en intérêts, pas en dividendes, en gains à capital. Je dis tout, presque tout. Okay? Ça arrive qu'ils ne soient pas capables de le faire, mais la majorité du temps, c'est le cas. Au lieu de payer des dividendes, vous imposez tout de suite dessus à un taux plus élevé. Vous imposez un gain capital dans des années à 50% du montant. Ça revient justement à 100%. OK, merci. En sachant que moi et ma femme, on vieillit en âge, les assurances vie, ça va être une chose, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est prévu parce qu'on risque de voyager, peut-être quitter le pays pour des séquences plus ou moins déterminées? Est-ce qu'il y a des choses ou des idées en tête que vous avez pour venir nous protéger en sachant que là, le travail et les assurances ou autres ne sont plus en place? Est-ce que vous avez réfléchi à ce qu'on pourrait peut-être prendre pour venir couvrir notre sécurité financière aussi au niveau du quotidien? C'est des choses qui viennent en tête. Il y a des produits qui existent pour ça. Je ne sais pas par risque à quoi exactement vous faites affaire. Je vous en nomme un gros, là. La vieillesse, la santé. Vous allez vous retrouver peut-être sans le vouloir dans des situations où vous rentrez à l'hôpital subitement, vous ne pouvez plus rester chez vous, vous ne pouvez plus voyager comme vous le voulez, avoir des soins qui vont être requis. Ça va coûter extrêmement cher. Vous risquez d'aller gruger la belle succession, puis le beau patrimoine que vous êtes en train de bâtir pour votre succession. Il y aurait un produit d'assurance qui peut être souscrit pour ça. On appelle ça une assurance soins longue durée, puis ça viendrait vous couvrir justement dans ce genre de situation. Puis même des fois, c'est pas rare qu'on voit les enfants participer, on se fait vraiment un package familial, tout le monde participe ensemble. Comme ça, c'est pas trop cher pour vos enfants, ils ne se ramassent pas avec un fardeau, c'est pas trop cher pour vous non plus. Donc, tout le monde est content. Pour revenir au portefeuille, il y a, j'imagine qu'il va y avoir une composante quand même en action dans le portefeuille, il va y avoir une composante plus à titre de revenu, des choses comme ça. Est-ce que ça va être distribué de façon égale selon les types de placements, REER, non REER, ou s'il y a une certaine stratégie à appliquer de ce côté-là? Donc, nous, ce qu'on va faire, donc, pour chacun de vos placements, que ce soit le CELI, le REER, donc le nom d'enregistrement, on vient tout juste d'en parler, mais pour le CELI et le REER, ça va être la même chose, ça va être des fonds comme un placement, ça va aller vraiment avec votre profil d'investisseur et avec la stratégie qu'on va mettre en place. Donc, s'il y a une partie, par exemple, de votre CELI qui sert pour le patrimoine, donc pour la stratégie de patrimoine, peut-être qu'à ce moment-là, on va aller plus dans des placements dynamiques. Donc, ça va être à voir avec vous. Donc, ça va être, je dirais que ça va être uniforme dans vos placements. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci.